Eh bien bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur la notion de silence et la réflexion que j'en tire. Cette vidéo, je voulais la faire il y a déjà quelques temps. Et puis hier soir, en regardant le quotidien, il y a eu cette rubrique Silence consacrée à plusieurs grandes villes du monde qui se sont arrêtées en raison du confinement pour endiguer la pandémie du coronavirus. Et cette vidéo que je voulais faire sur le silence me semblait à propos. Il y a quelques années de cela, j'avais participé avec un ami à la rédaction d'une de ses planches pour euh, la présentation à sa loge maçonnique, qui portait justement sur le silence. Le silence auditif, hein, vraiment ce qu'on entend au niveau de notre environnement, et, et c'était là le sens de la démarche, le silence intérieur. C'est vrai que depuis qu'il y a ce confinement, on a l'impression, moi j'ai cette impression-là, je suis dans une maison avec un jardin, il fait beau, l'impression d'avoir un long dimanche après-midi qui se répète. Ce qui est très étonnant, justement, dans l'absence de bruit environnemental. Je vis à Pleumeur, dans une petite ville, un village euh, proche de la mer. Il n'y a plus de bruit de voiture. On est à côté de l'aéroport, militaire et civil. Il n'y a plus beaucoup d'avions qui passent. Et puis, il y a une sensibilité qui nous a fait remarquer que le bruit de fond, un bruit de fond, l'activité humaine génère un bruit de fond. Une sorte d'agitation qu'on peut ressentir dans son corps, à un niveau vibratoire, mais dans son corps, comme un calme, quelque chose d'apaisé. Et ça, c'est particulièrement euh, agréable. La question qu'on s'était posée avec mon ami à l'époque de la rédaction de cette planche, c'était pourquoi ce besoin de bruit incessant dans les ascenseurs, dans les magasins, parfois même en ville. Et ici, sur Lorient, combien de fois je me suis fait cette réflexion alors que je déambule en centre-ville, qu'il n'y a pas un Pékin, qu'il ne se passe rien d'exceptionnel, d'entendre de la musique sortir de ces haut-parleurs comme si il se passait quelque chose. En discutant avec mon épouse, elle me disait, mais euh, le bruit, ce n'est pas quelque chose qu'auditif. Elle me faisait remarquer que certaines boulangeries utilisaient une stratégie qui était celle de diffuser un arôme de croissant, parce que l'imaginaire nous fait penser à un croissant. Et tout ça, c'est pour finalement mettre nos sens en alerte et provoquer chez nous le désir d'un croissant, d'une baguette, alors même qu'on n'a pas vraiment faim. Il me semble effectivement que tout le bruit qui est généré par l'activité humaine tend à le sursolliciter, à stimuler à outrance en fait ses sens, dans l'objectif que la civilisation, la société humaine s'est donné ces derniers temps, c'est-à-dire le consumérisme, le fait de consommer,
d'acheter sur un téléphone, puis un autre, une baguette de pain, et puis une autre, penser à manger, penser à se nourrir, penser à se vêtir, à se loger. Tout ça, ça crée une chaîne de dynamique économique. Et je crois que tout ce bruit de fond, finalement, il est là pour nous empêcher de penser, de nous arrêter. Vous savez, en méditation, par exemple, un des paradigmes de la méditation pleine présence, son prérequis, c'est d'accepter de s'arrêter. Donc d'arrêter, d'être dans la poursuite effrénée de ses pensées, de ses projections sur ce qui a bien pu se passer, ce qui aurait dû se passer, ce qui va se passer, et ce qu'on aimerait qu'il se passe. Toutes ces projections-là dans lesquelles nous sommes investis et qui nous empêchent, dans le même temps, d'être centrés, c'est-à-dire d'être simplement là, ici et maintenant. Toute cette agitation, ces bruits olfactifs, sensoriels, auditifs, visuels, hein. Quand on pense simplement à la pollution visuelle des publicités, par exemple, voilà une autre espèce de bruit. Quand on est bombardé en fait de stimuli comme ça génère chez nous une réaction vis-à-vis de ça. Et si on ne s'arrête pas, c'est-à-dire si on ne décide pas à un moment donné, là, tout ça, on est pris dans l'espèce d'engrenage, sorte de suite avec effrénée de jours et de lendemain de jours qui se répètent et ainsi inlassablement. Et toute notre vie, finalement, est cadrée par une sorte de transe. On a l'impression que le but de l'existence, c'est de se lever et, comment dire, et d'aller chercher des thunes, quoi. Le bienfait de ce virus, je m'excuse auprès des personnes qui sont tombées malades, et puis ceux qui ont eu à déplorer des décès dans leur famille. Mais le bienfait de ce virus, finalement, je crois que c'est de nous confronter de façon obligatoire à la nécessité de stopper le monde. Ce qu'on appelle stopper le monde. C'est-à-dire d'arrêter ce dialogue intérieur qui se répète comme sur un disque rayé. Et là, d'enlever le diamant du sillon et hop, à un moment donné, wow, et de regarder, quoi. Simplement de regarder. Quand je vois à la télé l'agitation de certaines, par exemple, je prends l'exemple de la ministre du Travail. Qui poussait des cris d'orfraie quand les entrepreneurs du bâtiment ou les salariés du bâtiment n'étaient pas au boulot. Ça me fait penser que parfois, au théâtre ou dans des églises, quand il y a des silences comme ça, qui durent, il y a toujours quelqu'un pour sortir un portable, s'agiter. Comme si le silence était dérangeant, qu'il fallait remplir le vide qu'il imposait. Et c'est là où je reviens à cette notion de silence intérieur. Le silence, finalement, nous met face à nous-mêmes, à la réalité de nous, c'est-à-dire à quelque chose qui est authentique, sans filtre, ni tabou, quelque chose où on se voit, où on se perçoit simplement là. Dans la méditation pleine présence, il est demandé en fait de ne pas juger,
de ne pas sanctionner par une quelconque morale ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent. Pas d'a priori là-dessus. C'est simplement ce qui est là. Voilà. Tac. Une tension, une douleur. Fatigué, fatigué. Mon corps est lourd, mon corps est lourd. Je dis des conneries, je dis des conneries. Cette vidéo n'a aucun sens, elle n'a aucun sens. En fait, ce qui m'amène, c'est voilà, en fait, cette vidéo, elle a surtout pour vocation de prendre en considération l'importance du silence intérieur. Si on veut être centré, si on veut être ancré, s'il y a quelque chose de nous, d'authentique, de véritable, de sacré, allons jusqu'à là, de sacré qui doit émerger, qui doit s'actualiser, se réaliser là, maintenant, il ne peut le faire que dans le silence intérieur. C'est-à-dire déparasité de toutes ces projections secondaires qui n'ont aucun sens véritable, aucune profondeur. Ouais, aucune profondeur. Elles ont un sens, mais elles n'ont pas de profondeur. Si on veut être vraiment soi, il faut pouvoir parvenir à ce silence intérieur. Et ce silence intérieur ne peut être réalisé que du moment où on s'arrête, où on décide réellement de s'arrêter. Vous voyez, aux actualités, on nous a montré le retour des animaux dans certaines régions. En Chine, ils commencent à percevoir le ciel bleu et le soleil. Et puis à Venise, les eaux des canaux redeviennent claires, puis il y a des poissons qui arrivent, il y a même des dauphins qui nagent. Et tout ça en 3 semaines. En 3 semaines. Si l'activité humaine et l'industrie cessent, ou ralentit, au bout de 3 semaines, déjà ça se régénère. Donc c'est pas impossible. C'est un choix. C'est un choix politique, et c'est un choix individuel qui doit être fait là. On pourrait concevoir vraiment une réflexion collective après cette crise, si elle dure assez longtemps et qu'elle marque assez profondément les esprits. Sinon, ça, comment dire, jamais on pourra avoir cette réflexion collective. Si jamais ce n'était qu'un épisode. Voilà, c'est juste un truc, quoi. Pendant 15 jours, tu es à la maison, hop, ça te fait des vacances. Pour certains. Pour d'autres, il va y avoir des drames, mais ça ne sera excusez-moi, et encore une fois, mais ça ne sera que des deuils. Et puis après, une crise politique en disant bidule, des choses. Mais si elle dure vraiment et si elle impacte suffisamment les consciences, à ce moment-là, on pourrait avoir une réflexion collective sur quel visage on donne au monde. Parce que si on en est là aujourd'hui, comme le disait le chevelu là, qui parle pas mal au niveau du climat, vraiment une réflexion très 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 juste. Je le remercie parce que j'ai regardé 2-3 vidéos de lui et ça m'a permis en fait de structurer ma pensée, des choses sur lesquelles j'avais moi jamais réfléchi, ou j'avais jamais pris conscience de façon aussi systémique que ça. Et lui, vraiment, il a une pensée systémique sur le désordre que notre activité et l'idéologie qui mène cette activité. Où est-ce que tout ça nous conduit et pourquoi on en est là? Si on n'est pas capable de remettre ça en cause, on se prendra une autre pandémie.
ou un autre désastre, jusqu'à ce qu'on arrête vraiment. Ça, c'était le chapitre un peu politique, au sens de l'organisation de la cité et de la vie entre nous. Et si je veux revenir au silence, bah écoutez, c'est extraordinaire. Finalement, on se pose, on a du temps. Le temps redevient naturel. Celui qui fait un burn-out aujourd'hui, il le fait exprès. J'ai taillé ma haie, j'ai mis 3 jours. J'ai pas 150 km de haie. Ça, ça devait prendre 3 heures maximum. J'ai mis 3 jours. Parce que j'ai fait un peu, puis je me suis dit, wow, bah, il fait beau, c'est cool. Je ferai le reste demain. Et puis après, j'ai refait le reste le surlendemain. Et encore, c'est parce que j'étais en forme. C'est important cette période. C'est important cette période de silence et tout ça. C'est important cette période où on s'arrête. Où finalement on revient à soi et on reconsidère l'essentiel. Alors, je peux entendre déjà les détracteurs en disant oh, bande de feignasses, vous ne retournerez jamais plus au boulot et tout ça. Et de quel boulot on parle? De quel type de travail vous êtes en train de causer? Moi, je suis thérapeute, je suis censé aider les autres à se réaliser eux-mêmes, et je m'aperçois dans cette période-là que j'étais pris moi-même dans une sorte d'ouragan, de choses qui tournent, on réfléchit, ceci, cela, oui, j'ai pas pensé à appeler machin, oh, il faut que je cale un rendez-vous là, oh, il faut que je rappelle truc, et puis oh, l'agenda et ceci, oh, et puis là, et finalement, bien que je crée des temps d'arrêt dans ma journée, parce que c'est important pour moi de pouvoir me préserver, même ces temps d'arrêt n'étaient pas suffisants, n'étaient pas assez profonds pour pouvoir me replacer, moi, correctement par rapport à mon propre chemin de réalisation, mon propre accomplissement. Et finalement d'imprimer un rythme naturel qui va dans le sens de la vie en fait, que je mène, c'est-à-dire qui vient à moi. Même si, avant, même si j'avais des patients où je n'en avais pas, finalement, cette absence de rendez-vous était une sorte de temps pris. Là, ah tiens, il faudrait que je puisse caser des personnes ici, et ceci, et cela. En fait, tout mon corps était constamment en projection. Bien sûr que, une fois sorti du confinement, une roue va se remettre en marche. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Mais cette latence est bonne, parce qu'elle va pouvoir imprimer ensuite une cadence. J'espère qu'elle pourra imprimer en chacun de nous une cadence qui nous est réellement propre. Quelque chose qui est au plus proche de l'humain. Et puis pas, comment dire, pas. Là, j'entendais ce matin
Professeur qui disait oh là là, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le monde s'arrête pour l'humain et pas pour la machine économique. Ce qui serait bien, c'est qu'on continue. Ce qui serait bien, c'est que le système éducatif s'arrête en fait de vouloir produire des ouvriers. Et ça serait bien simplement que la pensée politique, finalement, se désengage de cette captation par une certaine catégorie de la population qui veut profiter finalement des biens de ce monde sur le dos des personnes qui les produisent. Non, ça serait bien. Je parle pas de partage. Je parle pas de partage. Je suis pas communiste. Je suis pas France insoumise et tout ça. Je parle pas de partage. Je parle simplement de permettre aux individus de faire ce qu'ils veulent faire, ce qui est bon pour eux, en toute conscience. En toute conscience. Et de ne pas créer un système qui oblige les gens finalement à travailler parce que sans travail, ils n'arrivent pas à se nourrir et ils n'arrivent pas à se loger. Parce que ça, véritablement, ça génère un bruit de fond qui les empêche réellement de penser, qui les empêche en fait de réaliser leurs besoins fondamentaux de sécurité matérielle, et qui, ça c'est l'échelle de Maslow, hein. Genre, une fois que tu as mangé, que tu t'es habillé et que tu as un toit sur la tête, il y a un autre besoin qui vient. Et puis un besoin d'amour, et puis après un besoin de réalisation, et puis un besoin spirituel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cantonner les gens à la strate la plus basse des besoins fondamentaux, ça les empêche en fait d'accéder à des besoins supérieurs. Ça me rappelle une vieille légende védique. Les, euh, les dieux voyaient d'un mauvais œil les êtres humains vouloir accéder à la connaissance, c'est-à-dire finalement accéder à un statut de demi-divinité ou de divinité à travers la connaissance. Et donc les dieux, jaloux de leur pouvoir, ont envoyé plein d'embûches. En Occident et par l'Église catholique, ces embûches-là ont pris la forme des péchés capitaux. La luxure, la gourmandise, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, les êtres humains, sur l'échelle de la connaissance, ils se sont heurtés à tout ça. Et une fois qu'on provoque la dépendance, l'addiction, hein, c'est dur de se libérer de tout ça. Il faut pouvoir s'arrêter. S'arrêter, c'est aussi reprendre son indépendance vis-à-vis de toutes ces addictions au niveau de l'agitation. S'agiter pour se projeter vers la périphérie, simplement se donner une sorte de saveur qui n'a pas de profondeur. Simplement pour se sentir exister, mais de façon superficielle. Et il n'y a que dans le silence intérieur qu'on peut se rendre compte réellement de nos aspirations profondes. C'est pas le dernier iPhone qui compte. En fait, je peux pas nommer ce qui compte. Finalement, on ne peut trouver ce qui compte réellement pour soi que dans le silence intérieur. Parce que ce silence intérieur crée l'espace suffisant pour que quelque chose en nous de profond, certains vont dire l'âme, bon, peu importe, allez, prenons ce mot, l'âme émerge, s'exprime et nous fait sentir, nous fait ressentir le goût de notre aspiration, comme une vibration, comme une fréquence à laquelle on aspire à vibrer. Et si on suit cette vibration, cette fréquence, les choses que l'on fera seront en accord avec ça.
Parce qu'on cherchera à reproduire cette fréquence dans notre action, dans notre façon de faire, d'aller à la rencontre, de tout ça, quoi. C'est comme faire de la musique, à un moment donné, telles personnes vont entamer telle harmonique, telle fréquence de son, tel enchaînement d'accords. Et ça peut pas se faire, comment dire, dans la pollution du bruit de fond qui nous agite en permanence, dans lequel on est complètement perdu. Si vous allez dans un concert, par exemple, ou dans un bar avec la musique assourdissante, vous voyez bien en fait qu'il est impossible de discuter de certaines choses avec votre voisin ou votre voisine. Tout de suite, vos propos vont être orientés parce que dans le bruit environnemental, certaines choses vont pouvoir être perçues et d'autres non. Là, comme l'espace va être saturé, finalement, il n'y a que les vibrations très denses qui vont pouvoir s'exprimer, comme la basse. Ça, on va pouvoir l'entendre. Mais toutes les harmoniques, les subtilités, les arpèges, la mélodie, tout ça, c'est comme dans une rêve techno, quoi. Tout d'un coup, il n'y a plus que le beat qui importe. Là, c'est la même chose pour nous. Dans la pollution sonore, auditive, visuelle, olfactive, il ne peut pas y avoir ces subtilités, c'est-à-dire ce parfum léger de nous-mêmes qui monte. Et dans le silence intérieur, c'est bien ça qui perce. L'âme est comme un parfum, je dirais ça. Elle est comme un arôme qui vient, avec des flagrances extrêmement subtiles, des nuances variées, riches. Si vous avez le nez pris, vous ne sentirez pas tout ça. Et ces pollutions prennent le nez. C'est comme le virus. Le virus, là, il nous prend au poumon. Il nous prend au poumon. L'air est toxique. L'air est toxique. Il y a quelque chose, on a du mal à respirer. On a du mal à recevoir et à rejeter. Toutes les personnes qu'on reçoit finalement en cabinet, en thérapie, la première chose qu'elles expriment au travers de leur anxiété et de leur angoisse, c'est le sentiment d'oppression. Le sentiment d'être écrasé au niveau de la cage thoracique. C'est-à-dire ce manque d'espace, de liberté pour respirer, pour être vraiment soi. Pour être vraiment soi, il faut pouvoir respirer. Il faut avoir de l'espace intérieur, de la largesse, de la largeur de cage thoracique, pour que les alvéoles pulmonaires puissent s'expanser comme ça. Dans l'oppression, l'anxiété, la gorge va être nouée, les poumons, le diaphragme, et puis le périnée aussi. Tout ça va être contracté. Là, c'est quelque chose qui nous prend aux bronches, qui nous met en détresse respiratoire, qui nous met en détresse. Finalement, l'air, pour aller plus loin au niveau de l'air, il y a le psychanalyste et psychiatre, comment il s'appelait, Anzieux, Didier Anzieux, qui a écrit un célèbre bouquin, un peu compliqué à lire, j'avoue, pas toujours tout compris, mais le moi peau. Et il a cet exemple en fait de la respiration. C'est-à-dire on est des contenants qui contiennent de l'air et on s'échange cet air-là. Oui. Puis dans certaines familles, il y a cette expression tu me pompes l'air ou quelque part tu n'as pas à être là ou parce que tu es là, il y a quelque chose en moi que je n'arrive pas à réaliser. C'est comme si l'air
que tu prends dans cette pièce-là va me manquer. Et quand on ne se sent pas légitime, on hésite à prendre cet air, c'est-à-dire l'air qui nous est dû. L'air que le système naturel, hein, la terre, le ciel, tout ça, produisent. Et comme pour produire de l'huile de palme, on déforeste à outrance, tout le système maritime, là, on l'a foutu en vrac. On manque d'air. On manque d'air, tout le monde manque d'air, parce que tout le monde ne se sent pas légitime. Il y a une sorte de déni intérieur, généralisé. Les Gilets jaunes ont commencé à exprimer cette frustration-là, quelque chose qui est beaucoup plus profond, et qu'ils ont exprimé dans la rage, ce qui est normal, ce qui est le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est de tout péter. Ah, j'en ai marre. Et puis on attendait le deuxième mouvement, c'est-à-dire le mouvement où tout d'un coup, le besoin réel est exprimé, et où il y a une demande qui est faite. Disons, bon ben voilà, moi je me sens comme ça, et tout ça, et voilà, moi j'ai besoin de ça, et voilà, je te demande ça. Et puis, ce besoin de la population française, il n'est pas, comment dire, restreint à l'Hexagone, hein, on a vu ça dans plusieurs autres pays, mais la réponse politique à ce besoin-là n'a pas toujours été à la hauteur. Et donc, le corona arrive. Alors je dis pas que parce que ça n'a pas été fait, il y a une épidémie. Mais disons qu'il y a plusieurs... c'est toujours multifactoriel. Toujours multifactoriel. D'abord, la colère des provinciaux, de ceux qui se sentent exclus, c'est-à-dire ceux qui portent en eux un déni, voilà, le déni de leur existence. Ils n'arrivent pas à être reconnus par un État qui les discrimine et qui leur disent qu'ils ne sont rien. J'invente rien. Hein. Et puis il y a aussi un mouvement naturel. On peut y prêter une conscience ou non. J'y prête une conscience, mais ça ça m'appartient à moi. Mais sans prêter une conscience à la nature, voilà quoi. Il y a des choses qui se passent. Hein. Tempête, on n'a pas eu vraiment d'hiver. Ça veut dire que les pôles vont commencer à fondre. Ah merde, ils ont déjà commencé. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, le permafrost va rejeter son méthane dans l'air. Là, on le sentira vraiment passer. Et puis, ma foi, aujourd'hui, voilà, une pandémie. Bon, effectivement, comme disait le climatologue, comparé aux 9 millions de gens qui meurent de faim chaque année, pour l'instant, c'est un peu de la rigolade. Et encore une fois, je m'excuse auprès des personnes qui sont affectées par ce virus et qui ont perdu des proches. Ça n'a rien de personnel. Mais toute raison gardée, on n'est pas sur une élimination, une extinction de masse à cause de ça. C'est pas la grippe espagnole, par exemple. Pas encore. Tout ça, c'est la conséquence finalement de cette agitation, de quelque chose qui ne prend pas le temps de s'arrêter, qui ne prend pas le temps de ressentir, d'observer, de sentir, d'être avec.
On parle, comment dire, dans les journaux de la solidarité entre les personnes. On est, comment dire, contre le mouvement de la compétition. Vous voyez, cet élan prédateur, compétiteur, d'être mieux que son voisin, pour pouvoir avoir un CV beaucoup plus long, et puis prétendre à un poste mieux qu'un autre. Et puis pourquoi pas lui mettre un petit croche-patte, faire en sorte qu'il trébuche. Ce qu'on voit, par exemple, c'est ce qui est l'exemple de la politique. Les hommes politiques, c'est tout le temps des petites phrases, des petits machins, et toi, et ceci, blablabla, et tout ça. Il n'y a pas d'esprit de coopération. L'esprit de coopération et l'unité de coopération n'existe pas dans nos sociétés. Elle émerge seulement quand on est tous dans la merde. C'est-à-dire que quand toutes les frontières artificielles s'effondrent, quand il n'y a plus de distinction faite entre le riche, le pauvre, l'élite, le mécréant, et j'en passe. Quand tout ça s'effondre, tout d'un coup, les gens se prennent par la main. Parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est réactivé en eux. C'est-à-dire l'instinct de survie et réactive ça. Il faudrait ne pas avoir passé par l'instinct de survie, qui est quand même le recours à la partie la plus archaïque de notre cerveau. Il faudrait pouvoir accéder à l'esprit de coopération par la volonté propre, spirituelle, la conscience. C'est-à-dire le vouloir. Quand on veut quelque chose, on est sur le chemin de la réalisation. Quand on est obligé de le faire, c'est-à-dire quand on comble un manque, on instrumentalise tout ça. On n'est pas encore dans l'accomplissement de quelque chose. On a juste reçu un coup de pied au cul. Quand le coup de pied au cul s'arrête, forte chance en fait que les mauvaises habitudes reviennent. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir profiter de ce moment, pour les gens qui sont le plus épargnés par l'instant que nous traversons, que ceux-là, finalement, prennent le temps de s'arrêter, réellement. Prennent le temps du silence, qui est favorisé en ce moment, pour pouvoir se centrer, rejoindre l'essentiel, et puis une fois que la crise sera passée, pouvoir donner à l'extérieur de soi, finalement, cette vibration qu'on a réussi à ancrer profondément. Je veux saluer ici mon ami de Victor, qui n'est plus présent sur cette terre aujourd'hui, et avec qui j'aurais eu plaisir à discuter de tout ça. Voilà, où que tu sois, salutations. Voilà au terme de cette vidéo, et nous allons terminer par le son d'un gong en 528 Hz, une fréquence qui réharmonise l'ADN. Je vous invite à aller voir sur internet ce qu'est la fréquence 528 Hz. Voilà, au revoir et bon silence.